Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes et nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Ce soir, nous sommes le mardi 7 juin 2022 et nous avons le grand plaisir d'accueillir Lapin Mignon. Salut Cécile. Salut. Quel grand plaisir d'être avec vous. Super. J'ai Et hâte. nous aussi. Venir sur ton parcours, tes projets NFT, il y a de l'actualité brûlante, j'ai cru comprendre sur Twitter. Et comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en direct. Et puis rester jusqu'à la fin pour notre petit giveaway habituel. Et puis, comme d'habitude, on va commencer par l'actualité de la semaine et je vais donner la parole à Benjamin. Oui, merci. Avec, comme souvent dans les NFT, une double actualité, une actualité artistique et une actualité technique. Alors, artistiquement, j'ai envie de parler d'un artiste qui dessine sur le sable, un peu comme la fameuse chanson. Et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un bâton en fait pour dessiner sur le sable, mais avec les marées hautes, les marées basses. Donc, pendant que la mer est basse, il dessine sur le sable des motifs type mandala, des motifs géométriques, etc. C'est plutôt pas mal. Et 4 heures après, la mer remonte et efface tout évidemment. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un drone. Il prend quelques clichés de son œuvre. Et puis, bien sûr, après, il le vend en NFT. Donc, c'est fait par une maison de vente aux enchères qui s'appelle le Bois Chaud, qui propose toute une thématique autour du land art. Et le land art, c'est une branche de l'art contemporain qui est assez méconnue, je trouve. C'est la façon dont les artistes s'emparent de la nature pour agencer la nature différemment. Alors, on peut faire du land art avec des pierres, avec des fleurs, avec tout ce qui vous passe sous la main. Et après, vous prenez des clichés et l'idée, c'est de montrer ça en galerie. Mais c'est tellement difficile à vendre et tellement difficile à promotionner que les NFT viennent à la rescousse pour proposer aux collectionneurs de s'emparer d'une fraction de cet instant en fait, de création éphémère. Il y avait ça un peu avec Pascal Boyard. Donc, beaucoup de street artistes comme Pascal Boyard, ils font des grandes fresques dans la ville, et puis ces fresques disparaissent, tout ça est éphémère, donc heureusement ils prennent des clichés, et puis on peut s'emparer des photos, les acheter en NFT. Et donc Boischaud propose ça, cette maison de vente, on peut acheter quelques clichés de cet artiste en NFT, et il y a je trouve, une performance technologique assez intéressante, qui est que on peut, si on n'a pas de wallet et si on ne connaît rien au NFT, on peut acheter un cliché et ce qu'on reçoit, c'est un wallet papier. Finalement, on reçoit des QR codes avec la clé publique, la clé privée. Et ce QR code, quand on le scanne, à ce moment-là, on a accès à un wallet qui est dit custodial, c'est-à-dire que le wallet est hébergé par la maison de vente. Et ça permet, en attendant de se mettre un peu au Web3 et à ces technologies, ça permet au moins d'être possesseur de son NFT d'une manière un peu particulière, puisque le wallet appartient, comme on dit ici, en fait, en théorie, il faut vraiment être possesseur de son wallet, mais bon, pour l'instant, il est hébergé dans cette maison de vente. Mais en attendant, on est onboardé, on est intéressé par ça. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir un fichier haute définition de cette image, de cette photo, afin de pouvoir l'imprimer et l'afficher sur un mur chez soi. Ça aussi, c'est une problématique récurrente. À chaque fois, certainement, nous tous ici dans ce podcast, on a l'éternelle question: comment peut-on jouir d'une œuvre digitale? Eh bien, déjà, la première chose, on peut l'imprimer. Si l'image est en haute définition, ce qui est le cas ici, alors on peut l'imprimer sur un dibon, un aluminium, un papier, et l'accrocher sur un mur. Donc, il y a vraiment de la pédagogie qui est faite ici. Je trouve ça bien fait.
Il y a une technologie d'ailleurs qui s'appelle Atto, qui est faite par Mathieu Quignou, qui est un avocat spécialiste du Web3 qu'on connaît bien ici. Et il a mis en place un smart contract qui permet de générer des NFT avec des conditions générales de vente qui sont en accord avec la réglementation française. Et ça aussi, on oublie que dans la plupart des NFT, il n'y a pas de conditions générales. Donc, elles ne sont pas en accord avec la loi française. Là, c'est le cas maintenant ici. Alors, vous voyez, il y a vraiment je trouve de la recherche tant artistique que technologique et, comme on dit, de onboarding. Donc, je suis ça de près, vous le savez, toujours les relations entre le monde de l'art traditionnel et le monde des NFT, le monde du Web3, comme on dit maintenant. Donc, voilà une belle performance à suivre. C'est à partir de fin juin, je crois, la vente. Mais j'aime beaucoup aussi qu'on parle du land art. On n'en entend jamais parler, mais on peut dire aux artistes, vous pouvez maintenant faire de l'éphémère, créer aussi avec de la nourriture. Je sais qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été créées avec de la nourriture. Tout ce qui est éphémère maintenant peut être gravé dans le marbre digital de la blockchain et peut-être proposé aux collectionneurs en NFT. Donc je trouve ça génial et je voulais en parler. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, super, merci beaucoup, Benjamin. Et donc, je vais laisser la parole à Florent pour le mot crypto de la semaine. Je sais ce dont tu vas nous parler là. Ouais. Écoute, le mot de la semaine n'est pas vraiment un mot, et plutôt, on va dire, un concept. Mais le mot en soi, ça va être la whitelist. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une whitelist, vous savez, dans les drops de NFT, en général, ce qu'essayent de faire les artistes ou les entrepreneurs, c'est de créer une quantité plus petite que le nombre d'acheteurs potentiels. Et pour différencier, en fait, on va dire, les grands fans, ou pour remercier ceux qui étaient là dès le début, en fait, on va mettre en place une whitelist qui est en fait une liste où vous allez rentrer votre adresse et vous allez avoir pour sûr la chance de pouvoir minter l'œuvre, minter le NFT. Et, euh, et en fait, ce mot, il est en train d'évoluer parce que voilà, ça manque peut-être d'inclusion, le fait que ça soit whitelist, qu'on peut traduire par la liste blanche. Et donc, il y a d'autres noms qui sont en train d'émerger, JME list, donc Gonna Make It list, ou Allow list, Mint Pass. Enfin bref, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer autour de ça aussi, parce que c'est vrai que c'est ce qui permet de créer du FOMO sur le marché. FOMO, du coup, un autre mot de la semaine qu'on a vu qui permet de créer de sentiments de manquer de quelque chose, en fait, et qui est permis, du coup, grâce à ce mécanisme qui dit, bon, ben voilà, on va sortir une collection de 1000 NFT, par exemple, et ça va être vendu qu'en whitelist. Donc, il va falloir que vous vous inscriviez, qu'on vous valide votre compte, qu'on s'assure que vous avez bien des Ethers sur votre compte, et on va pas accepter n'importe qui. C'est un peu le principe de la whitelist, mais voilà, faut pas rester fixé sur le nom, parce que on essaie d'être très inclusif dans la crypto, même si ça se reflète pas forcément dans les nombres. Voilà, c'était le mot du jour. Je t'en mute. Merci beaucoup, Florent. Écoute, nouvel éclairage. Je connaissais pas la GNMI, enfin, je sais pas comment on prononce, Gonna Make It List, mais effectivement, c'est pas mal. Et ben, c'est chouette. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer à l'interview en tant que telle de Lapin Mignon. Bienvenue, Cécile. Ouais, tu préfères qu'on t'appelle comment, Cécile ou Lapin Mignon? Ou les deux? Je suis habituée aux deux. Lapin, ça me va. Cécile, ça Lapin, me c'est va. bien. Lapin, j'aime bien. Alors, Lapin, est-ce que pour commencer, pour te resituer, tu peux te présenter très rapidement, succinctement, et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie? Alors, donc, mon artiste Lapin Mignon. Donc, je suis française, mais je vis au Royaume-Uni, non pas à Londres, mais un peu j'aime bien dire, dans l'univers un peu Tolkien, en fait, dans sa région. Et je pense que ça a un petit peu cette influence. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans mon travail, je dis pas Tolkien, mais le côté un peu franco-britannique qui peut se retrouver un tout petit peu dans mon travail et dans mes écrits. Et en fait, moi, je suis une artiste qui travaille à partir de l'aquarelle. Donc, en 2019, j'ai commencé avec l'aquarelle. Et à partir de ça, je digitalise avec plein de façons. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, je digitalise via l'animation, via la correction des couleurs, etc. Et j'en crée en fait des collections de NFT. Donc, voilà.
super. Donc toi, on peut dire quand même que t'es une crypto-artiste, presque une OG, hein, ça fait quand même assez longtemps que que tu crées des œuvres et que tu les mintes sur des blockchains. On va y revenir tranquillement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, où tu as grandi, comment on en arrive à devenir artiste? Alors moi, je suis à la base, je suis normande, donc je vis en fait près de la mer, à côté du Mont-Saint-Michel. Donc j'ai passé tous mes week-ends en tant qu'enfant en fait à, à juste aller sur la plage, à profiter de la nature. Donc j'étais bien loin de la vie des musées ou de la vie des galeries, bien loin, bien loin. Mais en fait, l'art m'a toujours intéressée. Mais il y a quelque chose d'assez mondain dans le mot art et artiste, et c'est ce qu'un petit peu l'héritage un petit peu que j'en ai de mes parents. Donc on parlait pas d'art ou d'être artiste, on parlait voilà de faire des choses voilà, qui nous plaisent, mais il n'y avait pas vraiment de mots dessus. Mais mon grand-père disait toujours que avec n'importe quoi, j'étais capable de créer, donc sur la plage. Et tu parlais du land art, Benjamin, justement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup influencé, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en tant que gamine. Et quand j'ai fait mes études d'art, j'ai découvert le land art et je me suis tout de suite, en fait, j'ai tout de suite, il y a eu tout de suite une connexion avec ce mouvement artistique. Donc voilà, Oui, je je te crée com- avec. c'est Pardon? intéressant ce que tu dis, pardon, je te coupe, mais tu dis être artiste, comme tu dis, c'est codifié finalement. C'est-à-dire dans la société, quand on se déclare artiste, alors il faut montrer patte blanche et il faut montrer la façon dont on est artiste et qu'est-ce qui prouve qu'on est un artiste finalement. Exactement. Et en fait, quand j'étais au lycée, j'ai pris l'option art plastique. Donc c'est assez rigolo parce que moi je vis dans une famille où voilà, mes parents, je les considère comme des artistes, mais enfin, eux ne se considèrent pas comme des artistes. Mais quand je revenais en fait tous les mardis avec mon papier, enfin avec l'assessment en fait, avec les devoirs en fait de l'art plat, mon père, ma mère, on s'assied autour d'une table et en fait on était à trois à faire mes travaux en fait d'art plastique. C'était assez rigolo. Et donc, il n'y avait pas cette notion d'art et d'artiste. Et en fait, j'ai fait un cursus d'art qui durait 2 ans. Et en fait, ce cursus d'art de 2 années, ça se séparait en une année de théorie. Donc, on apprend l'histoire de l'art et la deuxième année de pratique. Donc, c'est là où on a un projet, on met le projet. Et ce projet-là, justement, on le montrait, c'était à l'époque voilà, du baccalauréat, on le montrait au baccalauréat. Et en fait, il faut imaginer que j'étais voilà, une gamine hyper timide, hyper réservée, mais j'ai toujours fait voilà, dans mon coin mes petites sculptures, mes petits dessins, etc. Et un jour, je suis allée voir, au début de ce cursus, je suis allée voir ma prof et je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie, j'ai jamais visité des musées, jamais visité de galeries, j'ai pas envie d'être influencée maintenant, j'ai mon idée de projet, je voudrais qu'on inverse. Donc laisse-moi aller faire ma première année mon projet, laisse-moi faire mon projet et après en deuxième année, j'irai une année en dessous si c'est possible, mais voilà, je voudrais apprendre l'histoire de l'art à partir de ce que j'ai fait. Et donc j'ai inversé le truc, elle a trouvé ça hyper intéressant, elle m'a dit écoute si tu veux. Pas de problème, on fait ça comme ça. Donc j'ai fait mon projet d'art plat du coup cette année-là. Et la deuxième année, j'ai pu découvrir en fait que sans connaître l'histoire de l'art ou sans voilà, avoir toutes ces connaissances, j'étais capable en fait de m'apercevoir. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le land art, qui avait en fait certains en fait aspects de mon travail qui pouvaient se raccrocher en fait très facilement à des grands mouvements d'art comme l'impressionnisme et surtout il y avait le symbolisme. Donc le Ouais. Est-ce symbolisme, que tu... Ouais, justement, juste, t'es toujours en Normandie à ce moment-là ou ouais, ouais, changé... toujours en Ouais, ouais, toujours en Normandie. Normandie. Et alors, quelles sont tes sources d'inspiration, justement ça, c'est ton pur imaginaire, parce que là, tu es en train de nous dire que finalement, tu te rends compte en découvrant l'histoire de l'art que tu retrouves des références, mais finalement, tout est venu de toi. Donc, comment t'expliques d'où ça te venait? Ouais, l'imagination, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours mis un accent en fait à développer mon imagination dès toute petite.
Et d'ailleurs, j'ai une histoire assez rigolote, c'est parce que j'étais toujours en train de créer des choses, en fait, avec tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment imaginer un morceau de papier, un petit morceau de bois, un morceau de laine, et tout, etc. Ça partait toujours une création. Et un jour, c'était en primaire, je cherchais toujours en fait du matériel en fait et en fait dans, dans la poubelle de mon prof il y a toujours plein de trucs exceptionnels, du papier, des livres qu'il jetait, des encriers, des vieilles plumes, etc. C'était fantastique, donc du coup je trouvais énormément de matière en fait pour pouvoir créer. C'était Et du trash art avant l'heure, en fait. c'était du trash art avant l'heure. Et en fait, des années, mais des années après, mon professeur, donc il fallait imaginer que j'avais à l'époque entre 9 et 10 ans, mon professeur m'a dit, écoute, je vais te dire, en fait, si tu as trouvé tout ce matériel-là, c'est parce que je le mettais pour toi. Je savais que si je C'est le mettais dans la génial. poubelle, tu allais le prendre et tu allais le prendre. Et il m'a dit, j'avais un plaisir dans la journée, quand l'école était finie, les élèves étaient partis. Il disait, j'allais voir ton bureau, parce que c'était les vieux bureaux, imaginez, là, en bois, là, voilà, qui se soulèvent. Et donc, il soulevait, en fait, le bureau. Et en fait, à chaque fois, il voyait mon univers, parce que souvent, il y avait tout un univers en papier, avec des crayons, avec du bois, de la mousse, etc. Enfin, tout y passait. Et en fait, il découvrait à chaque fois des petits éléments, en fait, qui arrivaient dans ce petit monde qui était caché, en fait, sous mon bureau et C'est qui me génial. suivait d'année en année. Et dès que ça rentrait à la maison, mon père souvent disait mais c'est quoi ça? Et puis ça partait à la poubelle parce qu'il ne comprenait pas ce que c'était. Mais, mais voilà, c'était mon univers. Et ce professeur donc de primaire, ce maître d'école, a vraiment en fait, d'une façon hyper discrète, en fait, m'a aidé en fait à, à m'exprimer. Et la même chose, hein, je regardais, j'étais rentrée chez moi donc il n'y a pas longtemps et j'étais dans ma chambre d'enfant. Et tous les livres que je recevais pour mes anniversaires ou pour mes Noëls quand j'étais gamine, c'était de créer avec la nature, voilà, apprendre à peindre, apprendre. Donc en fait, j'ai été bercée malgré tout ça dans ça. Mon père aussi, il travaillait en fait dans la maison individuelle, donc il faisait des maisons individuelles. Et en fait, il faisait pas mal il n'était pas architecte, mais il faisait pas mal de travail d'architecte. Donc, il dessinait les maisons pour ses clients. Et après, ça passait chez un architecte. Mais j'ai toujours vu, en fait, dessiner voilà, des maisons, des plans. Donc, j'ai toujours vu, en fait, en train de dessiner. On avait une grande table à dessin avec, je ne sais pas si vous voyez, les grandes tables d'architecte. On en avait une chez nous aussi, qu'il avait mis dans le sous-sol pour pouvoir travailler de temps en temps aussi dessus, parce qu'il faisait des plans parfois pour aider des copains, etc. Et donc j'ai toujours eu cet environnement avec voilà, de l'encre, du papier, etc. Et ma mère, de son côté, elle a toujours, voilà, elle était en fait couturière, mais encore une fois, pas en sens, j'allais dire pas en sens noble, dans le sens où c'était pas Jean-Paul Gaultier. Justement, elle travaillait pour ces grandes marques, c'était la petite main en fait de ces grands couturiers. Et elle revenait de temps en temps avec des chutes de tissu, avec des chutes de laine, de fil. Voilà, j'avais tout ce petit matériel autour de moi et c'était mon environnement en fait. Donc Ouais, voilà, donc ça c'est t'a vraiment permis de créer, tu toujours en fait créé tes petits univers et ton monde intérieur que tu matérialisais avec ce que tu avais sous la main. c'est ça, c'est ça. Autant vous dire que la cire des Babybel, et j'imagine qu'il y a beaucoup qui ont fait ça, m'ont beaucoup servi à l'époque. C'est parfait pour coller, pour faire des statues. Oui, mais tu as été initié surtout par des gens qui te voulaient du bien et qui voulaient que tu te connectes à ta création intérieure. Et tu ne t'en es pas rendu compte, en fait, mais tu as été mis sur le chemin par de nombreuses personnes, y compris tes parents et par ce maître d'école qui t'ont initié. Et comme par hasard, tu te retrouves dans le pays de Tolkien, beaucoup d'ésotérisme dans tout ça. Donc c'est intéressant. Ouais, ouais, et je pense que même, enfin, mon professeur d'école, si, il s'en est rendu compte parce que pour lui, il y avait le côté de l'éducation et il a compris en fait que j'avais beaucoup d'imagination et il a compris, voilà, que c'était quelque chose fallait faire évoluer et qu'il fallait voilà, c'était un peu un trésor en fait. Je pense pour mes parents, on est loin quand même de l'éducation avec les livres et tout ça. On dit voilà comment, on est dans une, voilà, on est, je dis, dans une éducation beaucoup plus classique et je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte que ce soit voilà, mes parents, même ma famille un peu plus
éloignée, mais pourtant, je pense qu'ils ont vu l'intérêt, voilà, ils se sont dit, bon, bah, ça lui plaît, elle passe beaucoup de temps, voilà, dehors avec ces petits morceaux de tout, donc du coup, voilà. c'est, c'est vrai que c'est assez rigolo. Je commence à prendre un peu de recul maintenant et à comprendre, en fait, mais au début, voilà, Et donc, c'est- j'imagine que tu t'éclates aux Beaux-Arts? Et bah justement, en fait, Pas trop. non, 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 et justement, en fait, quand j'ai passé du coup au baccalauréat, ma prof d'art plastique, en fait, et elle était vraiment, elle aimait beaucoup ce que je faisais et la philosophie dans laquelle je travaillais. Et en fait, elle m'a dit, écoute, l'année prochaine, va aux Beaux-Arts. Elle dit, on peut essayer de voir, j'ai peut-être, voilà, je peux essayer de contacter des gens pour que tu essaies de voir, voilà, si ça te plaît, mais vraiment, faut pas que tu rates ça. Et il y a quelque chose. Et même quand le jury, en fait, quand j'ai passé le diplôme, le jury a dit, voilà, faut pas, enfin, voilà, faut faire quelque chose. Mais le souci, c'est que, voilà, moi, je viens du fin fond de la Normandie. L'université, c'est encore un mot qui est un peu lointain. Les beaux-arts, encore plus loin. Je parle même pas des écoles, etc. Donc, j'ai pas du tout été, voilà, je viens pas de cet univers, de ce milieu. Et donc, je suis la première personne, en fait, dans ma famille élargie, à partir à faire des études. Et donc, j'ai eu cette discussion, je me rappelle très bien avec ma famille, où on me dit, bah écoute, c'est bien, encore une fois, l'art et artiste, c'était quelque chose d'hyper mondain. Et justement, jamais on osait dire, voilà, qu'on faisait de l'art, ou qu'on était des artistes, ou qu'on faisait quelque chose, voilà, qui était dans la création. On était plus, voilà, dans le bidouillage, si vous voulez. Et, euh, et donc, en fait, à ce moment-là, on a eu cette discussion. Bon, qu'est-ce que je fais? Et là, je pense qu'on a eu un peu peur. Moi, je me suis dit, mais ça me plaît maintenant, mais est-ce que ça va me plaire longtemps? Est-ce qu'on peut en vivre? Et, euh, et donc, j'ai décidé, bon, bah, je vais faire plus classique. Et là, je suis partie à l'université et pour un cursus, voilà, marketing, commerce. Et j'ai mis cet art, en fait, de côté. Et voilà, à côté, mais c'était quelque chose qui était de moins en moins, pas avouable, mais c'était de plus en plus compliqué de parler que voilà, je faisais des petits statuts avec un peu n'importe quoi. Et après, voilà, j'ai commencé ma carrière. Donc j'ai eu mon master en poche. Je commence ma carrière. Je fais 16 ans dans l'industrie et dans l'industrie automobile. Oula, Et, attends, raconte-nous ça. voilà, et en fait, je me retrouve mais avec un super rôle. J'étais au produit dans des marques prestigieuses. C'est pour ça que je suis en Angleterre, entre autres. Mais voilà, avec des marques de luxe automobile. J'ai un métier voilà, qui sur le papier est fantastique. J'étais hyper fière d'en être arrivée là. Je me suis dit, bah dis donc, voilà, je suis partie Tu faisais quoi tu faisais quoi exactement? Moi, mon dernier poste, c'était au produit chez Jaguar Land Rover. Donc en Donc fait, le tu marketing produit. dessinais des marketing produits, ok. Marketing, ouais, ouais, non, 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 bah, j'étais pas au dessin. Pour rigoler, des fois, j'allais voir l'équipe de designers pour leur montrer mes capacités à designer une voiture, ça les faisait marrer, mais, mais non, non, je faisais pas de dessin. Et d'où l'appellation de lapin mignon, parce qu'en fait, quand j'ai continué à faire mon art sur Instagram, mais aussi quand j'ai commencé le NFT vraiment en 2019, je me voyais pas mettre mon nom, mon prénom, parce que j'avais cette carrière en fait en marketing hyper sérieuse, dans une marque super sérieuse, et donc du coup je me voyais pas, enfin c'était Voilà. complètement incompatible. qu'est- bah, alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que là, en 2019, tu te dises non, il faut que je crée, il faut que j'ai une vie parallèle, il faut que je fasse des mignonneries. Comment ça se passe? Alors en fait j'étais T'avais arrêté de créer pendant longtemps ou t'avais toujours continué en non parallèle? j'ai toujours continué en parallèle. Il y a même 10 ans, en fait, j'ai même déposé la marque Lapin Mignon. Donc, c'est mon côté marketing et artiste, tu vois. Donc, le côté artiste, j'avais Lapin Mignon, mais mon côté marketing, il faut que je dépose ma marque. Et j'avais même déposé ma marque Lapin Mignon, etc. Parce que je me suis dit, c'est quand même sympa d'avoir ma marque. Et puis voilà, j'ai toujours continué. Mais c'était plus, voilà, pour moi, je faisais quelques expositions locales. Mais voilà, rien. Mais voilà. Mais sauf que voilà, le problème c'est que quand on a ce travail, ça prend du temps. Je faisais de plus en plus d'heures au travail. Et puis après, maintenant j'ai deux enfants en fait, qui ont aujourd'hui 2 et 6 ans.
Et donc tout ça, ça a vraiment, voilà, ça a remporté ma vie et j'avais plus du tout de temps pour moi pour créer. Et pourtant, au travail, j'avais énormément d'idées. Donc, il faut imaginer que j'étais au produit. J'avais toujours toutes ces idées en me disant, mais pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. Et donc, j'arrivais en fait à allier ce côté marketing, vision client, le produit, la voiture, etc. Et allier ce côté créatif. Mais comme dans toutes les grandes organisations, bah, c'est très compliqué de gérer quelqu'un de créatif. Et pour quelqu'un comme moi, c'était très frustrant. Donc, en fait, pendant C'était à l'étroit 16 dans ans, une case, quoi, c'est ça? tu es dans une case et puis on dit ah bah oui c'est possible mais attends faut faire un process, attends, il y a des standards à respecter, bah attends tiens voilà le fichier Excel, rentre ton idée dedans, fais un business case, fais et là tout de suite enfin voilà du coup je partais dans les business cases, les présentations, j'allais voir les directeurs et tout de suite voilà tout cet enthousiasme en fait et je me dis mais c'est pas ma place et par deux fois j'ai même fait ce qu'on appelle je sais pas ce qu'on vous êtes au courant mais un board out c'est un peu comme le burn-out en fait mais Mais vraiment d'ennui, c'est c'est ça? ça d'ennui en fait où je faisais des heures et des heures et des heures mais il y avait quelque chose en moi qui s'exprimait pas et Et alors, mais il y a eu un déclic? et il y a eu un déclic en fait en 2019 j'étais partie en vacances et je m'étais dit, j'avais cette vision où j'avais, voilà, je venais d'avoir mon premier fils et je me suis dit, mais je peux pas lui donner cette vision d'une mère qui travaille et qui est pas bien dans son travail. Et du coup, ça m'a un petit peu, un petit peu perturbée. Et je m'étais dit, je me rappelle avoir fait un jogging avec mon père et à un moment, mon père a dit, tu te rappelles quand tu avais, voilà, t'avais l'occasion peut-être de partir en beaux-arts, mais on s'était dit ensemble que peut-être tu pourrais faire ça sur le côté, mais que c'était peut-être pas très sérieux les beaux-arts. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que voilà, est-ce qu'on en a jamais parlé, mais est-ce qu'il y a eu un regret? Et moi je lui ai dit non, il n'y a pas de regret. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne regrette jamais. Je regarde très rarement en arrière. J'ai toujours quelque chose dans ma tête qui joue la musique du et si, et si, et si, mais il n'y a pas, voilà, il y a pas ce côté, voilà, oh là là, j'ai fait une erreur. Et je lui dis non, mais voilà, et je dis mais peut-être que maintenant c'est le moment aussi de prendre un virage, peut-être partir dans l'illustration, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était l'illustration pour les enfants par exemple, pour les livres d'enfants, voilà, ou partir. Et du coup j'étais un peu revigorée par cette idée de me dire bah peut-être que voilà, peut-être c'est là le virage, et c'est là que j'ai contacté du coup une grande copine à moi que vous connaissez, je pense que Lucie tu connais, Fanny Lacoubet Ah, ouais, que, génial. que j'avais rencontré. En fait, on s'était rencontrés à Prague parce qu'on avait en 2006 et 2007. Donc en fait, j'ai envoyé et en fait quand on était à Prague, Fanny faisait des cours du soir en fait faisait des cours du soir dans l'art en fait et du coup je lui ai dit écoute c'est vrai que là voilà 2019 ça fait quelques années mais j'ai envie de reprendre ce virage et peut-être de reprendre mes études tu vois dans l'art faire quelque chose voilà qui a du sens qui permettrait en fait de voilà de prendre un nouveau départ et c'est là qu'elle m'a envoyé ce fameux WhatsApp où elle m'a dit mais écoute sincèrement j'aime bien ce que tu fais et t'as pas besoin est-ce que tu as vraiment besoin d'un diplôme pour continuer à faire de l'art et à créer justement en ce moment on est en train de lancer une application qui permet de faire des NFT. Donc, ce qui est cool avec ça, c'est que au-delà voilà, juste de mettre tes petits boui-boui sur Instagram où tout le monde peut te le piquer, là, tu vas le mettre sur la blockchain. Ça va protéger et surtout, tu vas rencontrer une communauté et c'est rigolo. Tu vas voir, tu vas t'amuser. Et Je suis là, sûre que ça va te plaire. on est en 2019, donc c'est très tôt, On est en en fait, dans 2019. l'univers des NFT. Et voilà, et je comprenais rien du tout à ce qu'elle me disait. J'ai téléchargé l'application. Et là, c'est assez marrant parce que tu disais, Benjamin, à propos des applications NFT avec un porte-monnaie en custodial. C'est exactement comme ça que ça fonctionnait. Donc, en fait, tu ouvrais l'application. Et là, tu disais, voilà, vous êtes sur Editional. Donc, ça s'appelait Editional. Et, euh, et on va vous donner une seed phrase. Cette seed phrase, prenez en note. Et puis après, enjoy. Donc, je ne comprenais rien du tout. Donc, j'ai pris un papier, j'ai copié la seed phrase. Et le papier, d'ailleurs, j'ai mis quasiment 3 mois à le retrouver un an après parce que je ne savais pas du tout ce que j'en avais fait. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était quelque chose d'important. Et donc, voilà, là, j'ai commencé, au lieu de mettre les choses sur Instagram, bah, j'ai commencé à les mettre tout simplement sur Editional.
Et là, je sais pas, il y avait peut-être une vingtaine, trentaine, quarantaine d'artistes en fait sur l'application. Et c'était hyper cool. Donc tout était gratuit, le minting était gratuit. Et là, on charge son dessin. Il y avait même un mini software, un mini logiciel de retouche numérique qui était intégré en fait dans l'application. C'est là que j'ai compris que ah bah tiens, si j'inverse les couleurs en prenant voilà en scannant mon aquarelle, et ben ça rend un rendu un petit peu néon. Et là tout de suite, ouais, je me suis dit mais c'est trop cool. Et j'ai commencé à travailler sur les couleurs. Et c'est comme ça en fait, un tout petit logiciel tout simple et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et après, on pouvait mettre cet NFT euh, de une édition à 10 éditions et on mesurait le succès, parce qu'évidemment, on les vendait pas, tout était gratuit. On mesurait le succès à la vitesse dont les NFT partaient, en fait. Mhm. Donc, donc vraiment Donc trop c'est cool. marrant, tu découvres ça hyper tôt. Moi, je voudrais juste revenir à pourquoi l'aquarelle? Alors, l'aquarelle, mon père en faisait pas mal, donc je trouvais que les couleurs étaient très sympas. Je trouvais qu'il y avait un côté, voilà, j'aime le côté un peu soft de l'aquarelle. Moi, ça me rappelait aussi un petit peu mon enfance parce que j'ai toujours vu mon père faire un petit peu d'aquarelle sur le côté. Et en tant que maintenant avec les deux loustiques, donc avec les deux jeunes enfants, l'aquarelle c'est quand même hyper pratique parce que si j'ai 10 minutes, je peux faire 10 minutes d'aquarelle et s'il y en a un qui se réveille une sieste ou un qui veut jouer, bref, c'est très facile à ranger et Mais tu il y a, as encore aujourd'hui besoin de passer par le physique, en fait. Tu crées pas, parce qu'il y a beaucoup d'artistes numériques qui créent directement sur des logiciels, etc. Donc toi, tu passes quand même par le papier que tu scannes ensuite. Ouais, alors moi j'adore la relation avec le papier, avec le crayon, j'ai besoin de toucher. J'ai essayé sur la tablette d'avoir des protections d'écran pour avoir différents feelings en fait quand tu dessines. Ça, jamais accroché. J'adore vraiment la sensation du papier. Et je sais pas comment dire, mais ça m'arrivait beaucoup aussi au travail. Donc pareil au travail, tout le monde était sur ses ordinateurs. Dès qu'il fallait faire quelque chose, on ouvrait un PowerPoint et on faisait sa présentation ou son brainstorming sur un PowerPoint. Et j'ai réalisé, en tout cas pour moi c'est hyper vrai, la puissance aussi de ne pas avoir d'écran et d'être juste avec un papier, un crayon, la façon dont ça libère en fait mon imagination. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de logiciels, une fois qu'on commence à travailler avec, ça a tendance, même de façon, c'est une façon en fait très, très inconsciente, mais ça cadre la façon de penser. Ne serait-ce que quand moi pensais un PowerPoint par exemple, un PowerPoint ça a une forme. On sait qu'on va mettre une photo. Déjà, il propose de mettre une photo d'un côté, un texte d'un côté, un titre, ça doit être Ah comme ouais, ça ça. conditionne clairement la création, en fait. Ça conditionne la création et la façon de penser. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément plus de liberté. En tout cas, peut-être que voilà, je fais partie de la génération, comme ils appellent, la génération Y, en fait, qui est entre la Y et la X en fait voilà, j'ai pas grandi avec Internet, mais Internet est arrivé en fait pendant mon adolescence. Donc en fait il y a ce côté où j'ai le sentiment en fait d'être assez hybride en fait, d'être d'accord voilà de jouer et d'avoir voilà d'avoir cette facilité peut-être avec les outils numériques, enfin facilité, c'est un grand mot parce que j'ai quand même pas mal de difficultés. J'ai souvent un peu des attaques de panique, mais, euh, Et mais donc, j'aime ce côté papier, j'aime ce côté. La même façon dont quand j'étais petite, voilà, j'avais besoin de ce morceau de ficelle, un peu de terre, un caillou, voilà. et donc là, on est en 2019, donc tu mintes tes premières œuvres, voilà, tu découvres les outils numériques à finalement crafter tes aquarelles. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ensuite, donc du coup, je découvre une super communauté, donc avec des gens, vous avez des noms que vous allez peut-être reconnaître, mais des Abysm, on a WG Meet, on a Rubens Alexander, Yeli, Jack Brookman, on a Mr. Monk, voilà, des noms en fait qu'on croise encore aujourd'hui et qui ont fait beaucoup de chemin depuis et qui ont commencé pour la plupart sur l'application. Il y avait Artnome qui était sur Editional.
entre autres. Donc, ouais, il y a vraiment énormément de monde sur cette appli. Donc, en fait, on parle entre nous. En plus, à chaque fois qu'on postait un truc, on pouvait laisser des commentaires, on pouvait liker. Donc, c'était hyper rigolo. Il y avait beaucoup d'interactions. Donc, imaginez faire ça sur OpenSea, en fait, aujourd'hui, pouvoir avoir une Ça interaction. existe encore, Editional? Non, l'Editional en novembre 2019 a cessé d'exister et je pense pour des Ok. raisons assez simples puisque en fait le minting était gratuit à l'époque et je pense que c'était pas très viable sur le long terme. Et donc en 2019 l'application cesse Oui, et et puis là d'autant que, pardon, je te coupe, mais si j'ai bien compris, les œuvres n'étaient pas en vente, en fait. C'était simplement de l'exposition sur Editional. Rien n'était à vendre. ouais, rien n'était à vendre. C'est comme un Instagram, c'est exactement ça. Ah On oui, venait juste collecter. Donc ouais, tu donc il n'y avait pouvais pas de modèle économique pour eux, donc forcément c'était voué à l'échec, à moins qu'ils vendent de la pub, j'imagine. Mais toi, ça, enfin, vous, en tant qu'artiste, toi et les autres, à aucun moment vous vous êtes dit, mais on pourrait aussi proposer un prix, ne serait-ce que même 10 euros, j'en sais rien, mais quelque chose, quoi, même symboliquement. il y a eu deux essais. Donc la première, c'est Jack Brookman, qui est l'un des premiers investisseurs, d'ailleurs chez Rarible maintenant. Jack Brookman, en 2019, quand il a vu voilà, qu'il y avait pas mal d'artistes qui s'étaient lancés sur Editional, il s'amusait à collectionner ce qu'on appelait la First Edition. Donc, c'est-à-dire parce que chaque édition était numérotée de 1 à 10, selon le nombre d'éditions qu'on donnait. Et il y avait la numéro 1, la numéro 2. Et donc, lui, il essayait d'adapter son édition numéro 1 et il en crée en fait une galerie qui s'appelait First Edition et sur cette First Edition il commençait en fait à vendre en fait les NFT qu'il collectionnait chez nous. Il nous le disait, hein, tout était hyper transparent, mais il disait bah voilà, j'ai cette galerie et voilà, donc dès que j'ai quelque chose qui me plaît, bah, j'essaie de la vendre et il y aura un pourcentage, même s'il n'y avait pas de royalties à l'époque qui était défini dans le contrat. Il disait voilà, je vous donnerai un pourcentage, ne vous inquiétez pas, mais je pense qu'il y a moyen de vendre en fait ces Oui, tiens, NFT. d'ailleurs, toi, tu as trace de tes premiers tokens, donc tu as l'adresse du smart contract de tes premiers mints, parce que c'est Euh, sur Ethereum, j'imagine. ouais, ils sont sur OpenSea, donc sur Ah, tu les as Editional. retrouvés sur OpenSea, en fait, tes premiers tokens. Ouais, ils sont tous sur OpenSea. Et d'ailleurs, un message hein, pour les gens qui écoutent ce podcast, je pense que c'est un des endroits où on a le plus sur Editional d'art en NFT, de crypto art en fait, mais que de 2019, donc qui sont assez vintage en fait, et qui sont un peu, que personne en fait ne considère encore. Et comment on peut les retrouver sur OpenSea? Il faut juste taper Editional dans la barre Ok, de recherche. marrant, c'est un bon un truc à faire d'archéologie en fait. Ouais. Et surtout qu'en ce moment, donc John Egan, qui est le fondateur de Editional, il est en train de travailler très dur en fait, parce qu'aujourd'hui, quand le rapatriement s'est fait de Editional vers OpenSea, il y a eu un petit peu dans les métadatas, il y a eu des choses, pas des ratés, mais il y a des choses qui sont un peu mélangées. Donc par exemple, le créateur du NFT, c'est celui qui l'a collectionné, parce qu'en fait, il y a eu un transfert qui a été un peu bizarre et dans les propriétés, on voit qui est l'artiste. Donc par exemple, si vous Ouais. cliquez propriété lapin mignon, vous voyez en fait les premiers trucs. Et ce qui est rigolo, c'est que les genèses des gens qui ont commencé comme moi sur Editional, c'est souvent des NFT, c'est pas terrible parce qu'en fait on testait le truc. Mais imaginez, en fait tout était gratuit, donc on se retrouve sur un truc, on comprend pas ce que c'est un NFT, on télécharge l'application et on se dit ah ok bon avant que je mette quelque chose de sympa, je vais mettre par exemple un selfie ou une image, une photo de caillou, juste pour voir c'est quoi les process. Ah ok, c'est bien, ok, bon bah j'ai compris maintenant, donc maintenant je vais lancer mes premières NFT. Et en fait, en rigolant, on s'est rendu compte en fait récemment que nos genèses NFT sont plutôt des NFT, voilà, plutôt de tests. Donc il y a pas mal de... C'est Abyssum qui avait fait ça, il a fait une galerie avec tous les selfies en fait des gens en fait qui venaient sur l'application puis ils mintaient leurs selfies ou leurs photos de famille juste pour tester en fait. Et donc, il y a toute une galerie, toute une galerie là-dessus, mais ça raconte une époque, en fait. Ça raconte Mais cette ouais, époque où tout clairement. était gratuit et personne ne se prenait la tête. Et puis, c'était tellement facile, c'était même tellement trop simple, en fait, que il y a des gens qui confondaient ça avec Instagram et il y a des gens qui mettaient toute leur vie sur, C'est sur drôle. Edition. Et ensuite, ça s'est accéléré puisque Beeple a commencé à vendre fin 2000, enfin à partir de 2020.
a commencé à vendre ses œuvres en NFT, donc l'art digital a explosé. Et toi, tu as pris le train, en fait, directement en 2020. Alors. Ouais, ouais, ouais. Donc en 2019, l'application n'est plus là. Et en fait, moi je me suis dit, ça y est, c'est la fin, quoi. Et j'avais vraiment pas l'idée technique, j'avais pas la connaissance technique pour aller ailleurs. Pour moi, je m'étais dit dans ma tête, non, non, j'y arriverai pas, donc tant pis, c'était sympa de vous avoir rencontré, et voilà. Sauf que il y avait cette petite musique en fait qui me disait, mais franchement, je devrais y retourner, c'était quand même cool, la communauté était sympa. Mais il y avait ce côté où là, je me disais, mais je sais même pas par où commencer. Et en fait, Abysms m'a recontacté plusieurs fois en fait sur Twitter et sur Instagram et il m'a dit, écoute, faut que tu reviennes. Il y a quelque chose qui se passe quoi. Il revient, je vais t'aider. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer comment monter un MetaMask, comment m'inscrire. À l'époque, c'était sur Haribo. Donc je dis bon ok bon j'y vais, j'en ai profité, j'étais dans mon deuxième congé maternité et là je me suis dit j'ai un peu de temps pendant que mon petit fait la sieste, je vais en profiter justement pour me replonger dedans, essayer de retrouver mon compte. Et c'est là que j'ai commencé à vendre donc en juillet 2020 et j'ai vendu mon premier NFT et là ça a été le choc. Parce que du coup, je me rends compte que du coup, on pouvait vendre, que ce qu'on faisait, en fait, avait une valeur et que des gens commençaient à avoir une valeur. Et je me rappelle, c'est Mario Klingemann, en fait, qui m'a acheté mon premier NFT. Ah ouais, la Et classe. ouais, quand même. Grande classe. Et, euh, et, et là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vraiment, cette journée-là, je la garde en tête. C'était en C'était juillet, c'est super beau. Et là, je c'était vois, sur Rarible, c'est ça? c'était sur Haribo. Et vraiment, vraiment fantastique. Et là, j'ai commencé à mettre en ligne, et puis ça se vendait. Je mettais en ligne, ça se vendait. Et là, j'ai fait, ah, il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça faisait vraiment, 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 il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là qu'on commence à se dire, bah tiens, peut-être qu'en fait, il y a plus que, voilà, voilà, peut-être qu'il y a plus que juste de faire mes dessins. Et en fait, je me rends compte que, voilà, il y a des gens qui s'intéressent aussi à ce que je fais. J'avais déjà vu au moment d'Editional que les gens étaient intéressés par ce que je faisais, mais d'un seul coup, je m'aperçois qu'il y a une valeur pécuniaire. Et là, je me sens en fait devenir artiste. J'ai l'impression qu'on commence de plus en plus à me donner en fait ces sauts de validation qui me disent, bah voilà, en fait, tu deviens une crypto-artiste. Oui, évidemment, on est artiste quand on rencontre un public et qu'on a un miroir et qui nous renvoie à quelque chose, enfin, qui nous propose de communiquer aux autres nos émotions. En fait, c'est en ça qu'on devient un artiste. Mais alors, toi, tu avais la communauté des OG, donc les Original Gangsta du crypto art, parmi lesquels tu étais, évidemment. Et donc, tous ces gens-là sur Twitter retweetaient tes NFT. Et donc, tu t'es connecté à une communauté internationale directement, quoi, anglo-saxonne, qui était très active. Ils avaient tous des wallets, ils avaient tous de la crypto, des Ethers. Et donc, ils ont pu acheter directement, en fait. C'est cette communauté-là qui achetait en 2020. Ouais, 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 on achetait entre nous, on se supportait les uns les autres. Dès qu'on vendait quelque chose, en fait, on rachetait, voilà, quelque chose, on réinvestissait un petit peu quelque chose pour supporter tout le monde. Et puis, il y avait ce sentiment aussi, même depuis 2019, que, je sais pas, il y avait quelque chose qui on disait, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a cette technologie qui est là et on a l'impression, en fait, moi j'avais l'impression un petit peu d'investir dans l'avenir. En fait, je me disais, bah, j'aurais peut-être un petit peu ma galerie d'art, en fait, et puis peut-être que c'est quelque chose que je pourrais léguer à mes enfants. Et voilà, donc j'ai l'impression, en fait, d'emmagasiner, j'ai l'impression que, bah voilà, c'est le bon temps, donc on essaie de connecter avec les gens et on se rend compte, voilà, qu'on est une communauté d'artistes, qu'il y a quelque chose qui se passe et on se soutient les uns les autres. Et c'est ce qui se passe en fait un petit peu aujourd'hui aussi pendant le bear market. On a Et ce alors, retour aussi on se de soutient l'entraide? Ouais. de l'entraide, voilà. Et on le voit sur moi j'adore parler de cet exemple, mais les blueprints sur Async Art, c'est beaucoup de ça en fait. C'est des artistes qui s'entraident entre eux c'est pas que de l'entraide gratuite parce on apprécie et on adore ce que font les autres artistes, mais voilà, c'est de se dire qu'on possède un petit peu de leur art et qu'en plus, voilà, voilà, il y a quelque chose, on nourrit l'écosystème en fait entre nous et ça c'est cool. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de projets récents, soit tout récents, soit à venir? Ouais, alors là, on vient de finir parce que du coup, je passais mon aquarelle, je l'ai poussé petit à petit donc dans le monde un peu du digital. Et petit à petit, maintenant, j'ai rencontré des codeurs fantastiques avec qui je suis amie
Donc on a fait en septembre dernier, par exemple, des mignons qui étaient générés. Donc pour moi, c'était rigolo de me dire qu'on pouvait générer des aquarelles. Donc je faisais toutes mes layers en aquarelle et je générais grâce à du code, en fait, en mixant ces layers, une tête différente, un corps différent, Donc une etc. collection de mignons. C'est ça? T'as une collection de mignons, ouais, c'est vrai. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Exactement. T'as une collection de mignons et en fait, c'était vraiment expérimental. C'est-à-dire, oh, voilà, on va faire toutes ces layers entre elles. Et en fait, en décembre dernier, j'ai été contactée par un autre ami qui s'appelle Tagashi, qui est aussi un codeur et développeur extraordinaire qui travaille avec l'intelligence artificielle et qui a même une équipe derrière lui fantastique et qui m'a dit, écoute, j'ai adoré ce que tu as fait avec les mignons, on va aller plus loin, qu'est-ce que tu aurais envie en tant qu'artiste? Et là, je lui dis, mais j'aimerais que mes aquarelles vivent, j'aimerais qu'elles me surpassent. J'aimerais que même le jour où je suis plus là, que mes aquarelles continuent d'évoluer. Et j'avais cette idée de ce qu'avait fait Matt Kane avec Stargazer. Mais j'avais envie de l'appliquer à l'aquarelle et d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et il m'a dit, écoute, on y va. Et c'est là qu'est venue l'idée de la Mignonverse, et c'est ce projet justement qu'on commence à lancer ce soir et voilà, Genesis qui devrait arriver en juillet. Et en fait, c'est cette idée des mondes, un petit peu à la... Parce qu'un de mes grands, une personne qui m'a beaucoup, beaucoup influencé, enfin plutôt un livre, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que j'ai lu, relu, relu dans mon enfance. Et donc, pour moi, j'avais envie de créer ces petits mondes, en fait, un petit peu à la Saint-Exupéry, et de recréer ces mondes, mais qui vivent, et où il y a des choses qui se passent, où les mondes pourraient interagir entre eux. En fait, créer ce que j'appelle une soft métaverse, en fait. Et donc, voilà d'où est venue cette idée de Minionverse. Et ce soir, on lance les visionnaires. Et en fait, c'est simplement 17 NFT qui vont permettre d'une de financer le lancement, mais ces 17 NFT vont être dynamiques et font partie d'une histoire en fait de cette conquête du monde, d'un espace imaginaire. Et il y a toute une histoire. On en arrivait déjà au troisième chapitre sur la Minionverse. Et donc ces visionnaires vont nous aider à créer, à réparer ce télescope de 1875 victorien qui permettra de regarder toujours un peu plus loin vers ces planètes et qui va nous permettre aussi de voir en fait les directions et comment aller vers cette Minionverse. Et on est en train et il va y avoir aussi des choses qui vont être fabriquées. Ces visionnaires, ces 17 visionnaires vont entre autres recevoir des NFT et des produits et un NFT physique. J'en dis pas plus, mais il y a Renate qui est en ligne et Juste pour avec bien qui on comprendre, collabore. là, ce soir, c'est le launch des 17 NFT. Genesis, en fait, c'est ça? C'est les 17 visionnaires donc, qui sont pour lancer le projet. Les Ok. Genesis arrivent le mois Ah, prochain. ok, ça marche. Donc voilà, Et on alors, on peut écrit les l'histoire acheter où, petit à petit. on peut les acheter où, ces 17 NFT visionnaires? Et ben, ils vont être lancés ce soir sur la minionverse.io, donc .io en fait. Donc, et là, Tagashi qui est en train, qui est en train de travailler dessus, mais voilà, voilà, c'est 17, Et 17 pourquoi NFT. 17? Pourquoi 17? Parce que en fait, on a fait tout le projet est en 7. Pour moi, c'est un peu le chiffre porte-bonheur, mais c'est surtout les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas, dans le chiffre qui est hyper coloré. Donc, on a fait tous nos chiffres en 7. Et comme on ne pouvait pas être à 7 parce que ça ne suffisait pas pour financer en fait, le projet, on allait à 17. Mais voilà, les Genesis monteront à 777 exemplaires. Et D'accord. voilà. Et l'idée, c'est d'avoir dans le futur même un gros projet à 7777. Mais ça, Ok, c'est pour le futur. Le futur. ça marche. Je vois que l'heure tourne. Si il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent en direct et qui souhaitent intervenir, c'est le moment, n'hésitez pas. En Sinon, est-ce attendant, que... pardon, Léo, j'aurais une question pour toi, Cécile. C'est à quel moment ça a basculé où tu as pu envisager de quitter ton job, ton métier donc, et de vivre uniquement de ton art et de considérer que ton avenir de manière radieuse avec la création? Ça a été une longue réflexion, surtout une longue réflexion en famille, parce que voilà,
quand il y a des jeunes enfants. Mon mari travaille, moi je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment? Et puis j'arrive un peu peut-être aussi à cet âge où je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc en septembre dernier, j'ai quitté en fait l'industrie automobile. Donc pour me lancer dans le NFT, mais je travaillais toujours pour une start-up dans le NFT. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en savais en fait beaucoup plus enfin, j'avais tellement en fait maturé en fait dans cet univers des NFT que je m'étais dit bah pourquoi j'y vais pas solo en fait et voilà je fais de l'art. Aujourd'hui, je travaille aussi avec Fanny pour aider les artistes, hein, pour onboarder en fait les artistes aussi dans le NFT. Et là, je me suis dit, voilà, pour moi, ça a beaucoup plus de sens que de partir dans une start-up. Voilà. Du coup, je me suis vraiment posé les questions, qu'est-ce qui a du sens pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, depuis maintenant 3 mois, je suis partie en solo, presque en solo, parce que je suis toujours, voilà, je travaille toujours avec Fanny en tant qu'artiste advisor. Mais voilà, donc j'ai cette aventure, voilà, où je me lance, j'ai l'impression d'avoir repris un peu cette liberté et d'avoir mon avenir en main C'est surtout. génial. Non, mais je trouve ça chaque semaine quand des artistes nous racontent à quel point les NFT vraiment leur permettent de vivre de leur œuvre, de vivre de leurs œuvres et vivre de leur travail et à quel point ça peut changer des vies. Je trouve ça vraiment fascinant. D'autres projets, d'autres sources d'inspiration là dans les mois qui viennent? Des choses à nous dévoiler? Bah, là, on a fait le gros projet qu'on a fini hier, mais sur lequel on va continuer. Ça s'appelle Little Dream. Little Dream, on a fait ce premier projet pour l'Ukraine. Donc, en fait, on a créé avec Tagashi une plateforme et un contrat qui permet de générer des projets et de vendre des NFT pour une association. Donc, la première Little Dream for Ukraine, et c'est notre premier projet. On a fait le reveal hier et on en a vendu pour 10,7 Ethereum. On est vraiment content. Ah ouais, quand même. On a eu pas mal de chat en fait avec l'association qui s'appelle Voices of Children qui travaille sur place en Ukraine pour donner en fait supporter les enfants psychologiquement et leur apporter voilà des aides psychologiques et maintenant un peu matériel aussi pour les aider à fuir les zones de combat. Mais voilà, on voulait vraiment on a arrêté en fait Minionverse en plein milieu de projet pour créer ce projet de Little Dream parce qu'on était vraiment très affectés par ce qui se passait en Ukraine. Et en fait, cette plateforme Little Dream, malgré que là, voilà, Little Dream for Ukraine est fini, cette plateforme, en fait, on la propose à tout le monde. Donc, si quelqu'un a une idée, une charité ou une association qu'il souhaite en fait pouvoir supporter et une idée de projet, en fait, on a les outils qui sont là et on est prêt en fait à aider n'importe qui souhaite en fait, voilà. Mais la seule chose, c'est que 100% des donations ou des bénéfices doivent aller à cette association. Personne ne peut évidemment gagner dessus. Donc c'est le seul truc. Mais voilà, voilà, on est vraiment à fond. Et donc là, dans les prochains mois, on va essayer de développer un peu plus ce Little Dream. Et on a notre site web, notre contrat, on a tout. Et donc voilà, on espère que les gens voilà, vont se trouver intéressés, vont vouloir voilà, nous avons des idées à nous soumettre en fait pour des prochaines associations à gérer. Est-ce que tu as eu, bravo pour cette initiative, en tout cas c'est vraiment génial. Et puis est-ce que tu as eu des contacts avec des galeries? Est-ce que ça t'a intéressé maintenant de rentrer dans un circuit de galeries parallèlement à ce que tu fais évidemment? Ou est-ce que tu n'as aucun intérêt à ça en fait? Non, en fait, j'ai l'impression, donc là je me sens beaucoup, beaucoup crypto-artiste et j'en suis hyper, hyper contente. J'ai envie de mettre, j'ai envie en fait de faire un impact en fait, même s'il est minime, d'avoir cet impact en fait dans l'art et dans le monde de l'art. Donc j'ai pas, j'ai fait quelques expositions. Je n'ai pas été contactée directement par des galeries. Si, on avait la galerie Vossen où on avait fait Ouais, le c'est ça, Trashart. l'avant-galerie. T'as fait L'avant-galerie, ouais. une petite potato work. L'œuvre patate. Et ça c'était vraiment fantastique parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie en fait à me dire bah j'ai envie
que ça déborde du crypto art en fait. J'ai envie d'aller un peu plus vers le monde de l'art plus traditionnel. Je sais qu'ils viennent vers nous, mais j'ai envie aussi que ce qu'on fait tous les jours aille aussi vers eux. Et je sais que voilà, quand on est crypto-artiste, et surtout, voilà, il y a quelques mois, il y avait vraiment cette fourchette, cette fourche en fait, où on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que voilà, mon but c'est de devenir millionnaire en Ethereum et de produire, faire des projets à gogo, etc. Ou est-ce que mon but, voilà, c'est de travailler tout l'art, de travailler voilà, de travailler en fait dans le détail, la qualité des choses. Et moi, je sais que j'ai pris en fait ce parti de me dire, j'ai envie voilà, de travailler dans cette qualité. Et j'ai envie comme j'ai dit en 2022, j'avais envie de faire ce splash en fait dans le monde de l'art. Et ce qui s'est passé avec la Galerie Vossen, c'était fantastique. Et avoir ces articles comme dans le Télérama, c'était vraiment, enfin, c'était, voilà. Quand vous connaissez un petit peu mon histoire, voilà, je me dis, ah bah voilà, en fait, Ça ça y est, là, je arrive. pense que ouais, tu peux, tu, là, t'as eu quelques petits indices de validation quand même. Voilà, non, et c'est vrai que c'est fantastique. Et encore une fois, je suis pas à la recherche, enfin, si, peut-être je suis peut-être en fait à la recherche de quand même une certaine validation. Et c'est vrai que quand on a ces petites validations en fait qui arrivent j'allais dire un peu du monde réel en fait, de ce monde, bah ça fait chaud au cœur. On a l'impression, voilà, parce que voilà, faut dire qu'en 2019 et en 2020, on a essuyé quand même pas mal de critiques. C'est comme ça qu'est né le trash art en fait. Voilà, on n'était pas des vrais artistes, on faisait pas du vrai art, voilà, les gens comprenaient pas. Et là, de se dire que depuis une année, quelques mois, on a voilà ce monde de l'art qui revient vers nous, et on s'aperçoit que de plus en plus, bah, en fait, ils auront de plus en plus besoin de nous aussi. Donc, bah, je pense que c'est le moment. Et donc, ouais. Donc, Ouais, ça donc commence à venir, mais c'est pas encore gagné, hein, cette non, je reconnaissance sais. de l'art digital, mais en tout cas, passer de Land Rover à Télérama, effectivement, chapeau. Et tu sais que Merci. ton parcours est très inspirant pour beaucoup de gens qui ont un métier comme toi avant et qui rêveraient de créer, alors d'écrire un bouquin, de faire de l'art, de faire du cinéma, etc. Et de leur dire, bah oui, voilà, c'est possible. Et les NFT, peut-être, c'est le tremplin qui manquait finalement à tous les créateurs qui pourraient être onboardés comme ça, sans imaginer une grande carrière d'artiste. On a toujours peur de se lancer parce qu'on pense qu'il faut être un génie, en fait, alors qu'on peut créer simplement. En plus, toi, tu le fais avec des moyens tout à fait simples, accessibles, Mm. et, euh, et ça peut être tout un univers qu'on transmet aux autres, quoi. C'est très inspirant. Puis se dire que enfin, pour moi, c'était pas possible d'avoir un travail, enfin, de pouvoir vivre de quelque chose que tu t'es passionné à 120%. Je pensais que voilà, il y a toujours un compromis à faire, que tu pouvais aimer ce que tu étais en train de faire, mais voilà, qu'il y avait Et là, je m'aperçois, et j'en parlais avec W. Jimmy, en fait, aujourd'hui, et on rigolait parce que nos conjoints respectifs pensent qu'on travaille pas. Et un jour, j'ai démontré, je dis, bah si, je travaille, regarde, je travaille plus de 12 heures, voire 14 heures par jour, parce que regarde, c'est du travail, quoi. Mais je pense qu'ils voient tellement qu'on prend notre pied, qu'on est hyper content dans ce qu'on fait, et puis on parle de choses, voilà, quand on parle, voilà, d'art toute la journée, de création, de NFT, du futur, de la nouvelle technologie, ça n'a pas l'air d'être du travail, et pourtant, bah, c'est Et notre nouvelle pourtant, façon de vivre, et c'est fantastique. alors moi je vois que l'heure tourne, on essaie toujours voilà, de rester sur un format d'une heure. Est-ce que Florent, tu veux intervenir avant de passer à la toute dernière partie du podcast? Ah, c'est gentil, Léo, de penser à moi. Et Benjamin m'a ôté les mots de la bouche. Je voulais dire que ouais, ton parcours est ultra inspirant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent enfin, pour qui ils vont pouvoir relate. J'ai pas le mot en français là comme ça. Et j'ai une petite question que je pense qu'il faudrait qu'on pose à chaque fois, Léo. Ça serait si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui commence Ouais, en tant ouais, qu'artiste, ouais, je me la note. tu dirais quoi, Lapin Mignon? Bah, en fait, ce que je dis assez souvent, j'ai fait ma première vente quasiment un an et demi après que j'ai commencé le crypto. Je pense qu'il faut vraiment se poser les questions de pourquoi on rentre dans le crypto. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, surtout après la vente de Beeple, en fait, en 2021, avec Christie's. Et il y avait vraiment cette montée, en fait, de gens qui venaient, qui s'est dit, je vais venir, je vais gagner beaucoup d'argent, et puis voilà. Et en fait, c'est un jeu sur le long terme, enfin un jeu, c'est un marathon. Donc il faut être là sur le long terme, il faut comprendre les vraies raisons pour lesquelles
on est là, il faut vraiment parce que c'est un monde aussi où faut être authentique. Et ça compte beaucoup. Donc, se poser vraiment les questions de pourquoi je suis là. Et moi, même, tu vois, pendant le bear market, je me dis, mais c'est vrai qu'on vend moins, c'est plus compliqué. Mais j'essaie de me rappeler que quand je suis arrivée en 2019, on vendait pas, on vendait rien du tout. Et pourtant, c'est là où on trouvait justement ce plaisir, en fait, d'échanger, de créer et d'avoir un petit peu, parce que malgré tout, ce qu'on a créé en 2019, aujourd'hui, est dans la blockchain. Et demain, ça aura une valeur en fait. Et donc, je pense faut penser à long terme et avoir de la patience et se dire qu'il y a, voilà, peu importe ce qui va se passer, et même si ça marche pas dans les prochains mois, les connaissances que tout le monde va acquérir en fait, ne serait-ce en expérimentant la NFT, la blockchain, etc., c'est une expérience qui est d'or et qui aura beaucoup, beaucoup de valeur maintenant et dans les prochaines années Mm. parce qu'il y aura de la demande à foison pour ce genre d'expérience. C'est ça, voyons sur le long terme. Eh bien, c'était vraiment passionnant, Lapin. Je vais passer à la toute dernière partie du podcast assez rapidement parce que j'ai moi-même mon enfant qui a surgi. Donc, j'ai cru comprendre que toi, tu collectionnais. Tu Oui, oui, collectionnes? Ouais. oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier NFT? Je crois que mon tout premier NFT que j'ai collectionné, c'était Ilan Katin. Donc, qui faisait, pareil, c'était sur Editional, donc qui faisait pas mal de morceaux d'art. Donc, il découpait en fait ses œuvres en fait en petits morceaux et il les mintait en fait sur Editional. Et donc, ça, c'est quelque chose voilà, que je garde précieusement, Ouais, mais cette première émotion. voilà. Euh, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir. Euh, en fait, j'ai pas, j'ai, Tu j'ai pas de collectionnes. NFT, non, j'ai pas de NFT, j'ai aucun FOMO, donc c'est vrai que Ouais, je le vois. je l'ai pas. Donc non, 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 j'ai pas de, ceux que j'ai, c'est ceux que j'ai voulu et j'ai jamais essayé d'aller dans les grands projets de toute façon, donc j'ai jamais eu de Mm, problème d'accéder à mes NFT. Donc non, je n'en ai pas. pas de frustration. Aucune frustration. Et alors, pour finir, l'invité que tu aimerais écouter dans cette room. Disons que j'aimerais beaucoup, parce que je vais collaborer avec elle, mais avoir Renate en fait. Parce Mhm. que c'est céramique et je pense qu'on arrive dans une autre dimension aussi. Je pense que j'espère qu'elle n'est pas en train de tomber dans les pommes à un moment où elle nous écoute. Mais voilà, elle a une vision du NFT et du NFT physique hyper intéressante et à chaque fois qu'on parle ensemble, c'est à chaque fois un délice. Donc voilà. Eh bien, c'est noté. Eh ben, merci beaucoup, Lapin. Je vais passer la main à Florent pour la petite partie support the podcast, parce que la tradition, c'est que nos invités très gentiment nous soutiennent avec un giveaway. Donc, on va faire le tirage au sort du giveaway d'il y a 2 semaines. Et puis, si jamais tu es OK pour nous soutenir également par ce biais, on serait vraiment ravis. À toi, Florent. Yes, donc du coup, on a tenté un petit truc il y a 2 semaines. Au niveau du giveaway, il fallait laisser une review sur Apple. Donc, il y a eu quelques reviews. Enfin, il y a eu des notes, il y a eu plein de notes, mais il y a eu que 5 reviews. Donc, vous avez. Enfin, voilà, il va falloir que tu me donnes un numéro entre 1 et 5, Lapin. Et tu vas comme ça déterminer qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante du NFT c'est Lulux, je crois. Oui, c'est ça. Ah, Lulu. Du coup, moi, je vais dire le numéro 1. Et bien, numéro 1, bravo à Popeye, du coup. Est-ce qu'il est dans la room? Non, il n'est pas dans la room, mais bravo à Popeye. Je le taguerai. Et du coup, est-ce que tu vas soutenir le podcast? Mais bien sûr. Ah, génial, génial, Bien génial. sûr. Pour le podcast, du coup, on va offrir en fait un minting du Minionverse, donc quand ça arrivera le mois prochain, mais on va pouvoir prendre une adresse Ethereum pour pouvoir en fait le mettre en whitelisting pour un minting gratuit de Minionverse. Trop bien. Trop sympa.
On pourrait presque Merci. faire un giveaway de whitelist générale. Mais j'ai vu que j'allais changer de nom maintenant, donc merci pour merci Florent pour le détail sur les nouveaux noms du whitelisting parce que j'aime pas non plus ce nom, donc c'est Ouais, ouais, ouais. parfait, La Et en- mignonne liste. Pardon. c'est sympa. Eh bien, les amis, merci beaucoup. Encore merci Lapin. Passez une excellente soirée et puis à la semaine prochaine. Un grand merci.